beaucoup à nos early adopters de ce MOOC absentéisme, puisque c'est la première fois donc qu'on le joue. On a un peu plus de 3500 inscrits à date et on a à peu près 150 à 200 nouveaux participants tous les mois, puisque le MOOC sera ouvert jusqu'à septembre ou octobre, je crois, de mémoire. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler. On est évidemment très content d'avoir pu créer ce MOOC qui sera suivi, d'ailleurs, Aurélie en parlait, mais il sera suivi d'une micro-certification sur le même sujet. Donc, à la fin de l'année, vous pourrez suivre donc une micro-certification de 7 heures qui vous permettra d'avoir donc une micro-certification du CNAM. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un sujet majeur, hein. Laurent vous en dira évidemment 2 mots, mais c'est un sujet majeur, c'est un sujet qui concerne et qui inquiète beaucoup Mmh. à la fois les pouvoirs publics, les entreprises et les Mmh. assurés eux-mêmes. Donc c'est un sujet massif, c'est un sujet important et c'est un sujet sur lequel finalement eh bien, il y a de la marge de manœuvre pour combiner différentes approches et Laurent est là notamment pour vous parler de tout ce qu'il a développé en termes d'approche médico-économique, mais ça commence déjà par comprendre effectivement comment on est impacté et combien ça coûte, alors au niveau de l'entreprise, de la branche, voire au niveau des pouvoirs publics. Mmh. Et ça, c'est quand même la première étape un peu clé de la Mmh. sensibilisation pour après être capable finalement de passer à l'action. Donc je suis très heureuse de co-animer ou plutôt de poser un certain nombre de questions à Laurent si vous n'en avez pas. Laurent, il s'est présenté dans le MOOC, mais on peut quand même redire 2 mots. J'ai essayé, Laurent, de résumer ton CV, c'est quand même compliqué, parce que moi, je ne connaissais de toi que le fait que tu étais donc Mmh. professeur du CNAM sur la chaire comptabilité et contrôle de gestion, mais j'ai vu que tu étais directeur de plusieurs programmes Mmh. et coordonnateur de plusieurs programmes de recherche en France et à Mmh. l'international. Mmh. Évidemment, tu as beaucoup travaillé sur le développement développement socio-économique du potentiel humain, hein, Mmh. c'est un de tes sujets de recherche, et notamment sur la mesure des coûts-performances cachés du travail. Tu as travaillé aussi sur la réindustrialisation durable des territoires. Bon, autant de sujets Mmh. qui sont majeurs. Et ça fait plusieurs années que tous les deux, on se croise, on intervient ensemble Mmh. sur cette Mmh. thématique des arrêts maladie. Donc, peut-être tu peux dire 2 mots d'ailleurs de ces travaux et puis peut-être nous dire aussi 2 mots de quelle idée on a finalement aujourd'hui en France et peut-être en Europe, mais quelle idée on a de ce que ça coûte les arrêts maladie, pourquoi c'est important, et puis après, ça permettra à nos participants de réfléchir aux questions qu'ils auraient envie de nous poser à l'un ou à l'autre. Donc, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Oui, alors, bon, merci Anne-Sophie. Donc, moi, je me suis intéressé à l'absentisme au travail dans le cadre général des activités humaines organisées, en fait. C'est-à-dire, je suis parti de là. Et alors qu'elles soient orthofonctionnelles, c'est-à-dire réalisées comme attendu, créatrices de performances, ou bien qu'elles soient dysfonctionnelles, c'est-à-dire en fait créatrices de dysfonctionnements. Et dans le cadre en fait des dysfonctionnements, on se rend compte que les activités humaines dysfonctionnelles dans les entreprises, euh, les défauts de management, les défauts de qualité de réalisation des produits et des services, etc., eh bien, ont comme conséquence néfaste un certain nombre de choses, hein, bien sûr de la sous-productivité, des accidents du travail, le cas échéant, euh, mais également donc l'absentéisme. C'est-à-dire que l'absentéisme au travail, en fait, je m'y suis intéressé parce que c'est une des conséquences, on va dire, génériques des dysfonctionnements dans l'entreprise. Et alors après, une fois qu'on a dit ça, euh, le gros problème de ces activités humaines, c'est que si elles ne sont pas connectées, on va dire, aux achats, à la production ou aux ventes, en fait, les systèmes comptables les occultent.
Alors, soit complètement, hein, soit très nettement. Et donc, une des grosses problématiques de l'absentéisme au travail, c'est qu'en fait, quand on regarde la comptabilité d'une entreprise ou d'une organisation publique, son budget, quand on va regarder en fait le coût de l'absentéisme au travail, et ben en fait, on va quasiment rien trouver, même s'il est très élevé. Voilà. Parce que ce sont comptablement, les conséquences sont des coûts cachés. Et c'est une des explications que ce phénomène, en fait, effectivement, depuis 20 ans, avec une accélération depuis la Covid, ne cesse de croître. Une des hypothèses, c'est parce qu'en fait, on le mesure pas bien, on le voit pas bien, et donc on a tendance en fait à le minorer. Voilà. On a tendance à le minorer, à ne pas se rendre compte que voilà. Et alors c'est doublement problématique parce que le fait finalement de pas mesurer, ça obère évidemment l'énergie pour transformer et faire mieux. Mais aussi, du coup, on voit pas, puisqu'en fait, quand on mesure, on va faire ça dans le cadre d'un diagnostic, c'est-à-dire on va mesurer les effets négatifs, les coûts cachés, et puis on va en profiter pour analyser les causes. Voilà. Parce qu'en fait, les bonnes solutions, c'est évidemment de traiter les causes. Euh, donc d'où voilà tous mes travaux sur le sujet. Alors en France, en moyenne, quand on est doté d'outils de mesure, alors si on prend le taux d'absentéisme au travail, on va dire sur lequel il y a un consensus cette année. Alors après, ça dépend toujours, est-ce qu'on prend les heures attendues, les heures breaks, mais disons qu'on est à 4,5%, 4,5% en moyenne générale d'absentéisme. Euh, Ça, en termes de coûts cachés, de façon générale, en moyenne, compte tenu des surtemps que ça crée, des non-productions, compte tenu des défauts de qualité que ça va entraîner, parce que quand des personnes sont pas là, bah, c'est les compétences qui sont pas là, et souvent les remplaçants sont pas au même niveau de compétences. On arrive en moyenne en France, pour l'absentéisme au travail, à 4 000 euros de coûts cachés par personne et par an. Voilà. Quand on agrège ça au niveau national, quand on extrapole ça au niveau national en France, on arrive à plus de 100 milliards d'euros de coûts cachés. Donc c'est énorme. Et il n'y a qu'une partie qui se voit. Voilà, une toute petite partie qui se voit en comptabilité. La partie qui se voit, ça va être les indemnités journalières, sécurité sociale. Voilà. Parce que ça, c'est dans la comptabilité de la Sécu. Ça fait 17 milliards à peu près. Donc sur 100 milliards, on va dire que on a accès à un peu moins de 20% du coût total de l'absentisme. Le reste, en fait, c'est soit complètement invisible, la non-production, la non-création de valeur d'un absent qui n'est pas là et qui n'est pas remplacé, ben, ça ne se voit pas, ou bien c'est dilué, c'est-à-dire que c'est noyé, par exemple dans la masse salariale, les sursalaires liés à des recrutements pour remplacer les absents, les cotisations justement, les surcotisations de prévoyance par exemple, euh, oui, ça va être bien en comptabilité, mais pas identifié, ça va être noyé en fait dans les charges assurantielles et de prévoyance. Et donc, finalement, 80% du coût total de l'absentisme pour une entreprise, pour une organisation publique, mais j'allais dire après pour le pays France, eh bien, c'est caché. D'où l'intérêt effectivement, méthodologiquement, de mieux mesurer ça, de mieux diagnostiquer ça pour transformer ça. Voilà. Laurent, du coup, en fait, c'est intéressant ton chiffre de 17 milliards de coûts comptables connus, notamment Voilà. du point de vue de l'assurance maladie versus les 100, parce que ça veut dire, ça veut quand même dire que les coûts indirects qu'on ne voit pas, enfin, les coûts directs et les coûts cachés, c'est quand même 4 à 5 fois finalement C'est ça. les coûts directs. Et ça, je pense qu'on n'en a pas, on n'en a pas effectivement conscience. Et du coup, ça veut dire que finalement, cette question, elle serait un peu, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué, entre la DRH, les opérations, la direction financière. Tu vois, en fait, la question, c'est comment, dans les entreprises, tu vois, comment faire dans les entreprises pour finalement, est-ce qu'il y a des outils simples? Comment on fait pour que Alors, ces trois personnes-là,
tu vois, elles s'en parlent et que finalement, vu du point de vue, enfin, et que le calcul soit discuté en comité de direction, en COMEX, remonté au patron de la boîte, parce que finalement, chacun a peut-être un bout de la vérité. Donc, comment concrètement, tu vois, les entreprises peuvent faire, doivent faire pour que ça progresse, et qui doit être le leader là-dedans? Alors en fait, si tu veux, à la base, c'est compliqué. Puis quand tu fais des recherches, des interventions, moi, avec mes équipes, on en a plus de 3000, hein, donc depuis, enfin pas que cette année, quoi, depuis plus de 20 ans. Et donc tu te rends compte qu'en fait, finalement, la façon, donc il faut une méthodologie de mesure, et puis après il faut une méthodologie d'organisation de cette mesure, pour pas que ce soit trop compliqué, incompréhensible. Et on se rend compte qu'en fait, c'est assez simple. Donc, il faut bien entendu que cette question, alors là, on est sur l'absentéisme au travail, cette question devienne une question de politique générale d'entreprise. Et donc, par déclinaison, devienne une question centrale de politique RH. Voilà. Parce que effectivement, si ce n'est pas si ce n'est pas un sujet de politique générale d'entreprise, bah du coup, si tu veux, chacun va un peu faire dans son coin ou ne rien faire en réalité. C'est-à-dire en disant, bah de toute façon, on n'attend rien de moi spécialement sur la question, donc on laisse faire. Donc il faut que la prévention de l'absentéisme au travail ou la maîtrise de l'absentéisme au travail, après il faut trouver, c'est à chaque entreprise, organisation publique de trouver son nom, devienne une ligne de politique générale d'entreprise. Ensuite, la façon l'objectif étant toujours de prévenir, réduire, maîtriser. Voilà, là, c'est à chaque entreprise de trouver sa terminologie. Ensuite, la façon, j'allais dire, de diagnostiquer, mesurer, transformer, ça doit se faire en permanence. L'absentéisme au travail, en tant que conséquence des activités humaines, c'est quelque chose qui va bouger. C'est-à-dire que si je le préviens bien une année, si je stoppe mon effort, l'année suivante, ça va recommencer à augmenter. Donc, en fait, ça demande un effort, alors, politique permanent, mais ensuite managérial. C'est-à-dire que l'idéal, en fait, c'est à chaque manager, au travers une formation, un accompagnement de la DRH, en partenariat avec le contrôle de gestion, hein, pourquoi pas, hein, parce qu'à partir du moment où il y a une mesure de coût, pour moi, et dans les entreprises qui ont réussi à maîtriser durablement leur absentéisme, c'est dans chaque équipe, les managers consacrent, c'est pas très long en fait, hein, consacrent une demi-journée tous les 6 mois avec leur équipe, en fait, à faire quoi? En fait, à faire des entretiens sur les conséquences de l'absentéisme dans l'équipe. Ça s'est traduit par quoi? Donc d'abord qualitativement. Est-ce que l'absentéisme s'est traduit par des non-productions, c'est-à-dire les absents dont aucun n'a été remplacé, le travail a été laissé en suspens, ou bien est-ce qu'il y a une régulation des surtemps des présents, ou bien est-ce que ça a été un peu des deux, ou bien est-ce qu'en fait sur salaire on a remplacé l'absent, on a intégré un nouveau. Donc premier temps, une demi-journée tous les 6 mois, c'est pas très long, hein. En 3 heures on fait ça très facilement dans des équipes de 10 à 12 personnes, par entretien. Voilà, on a eu X cas d'absentéisme, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé en termes de régulation? Et puis quand on a fait ça, avec la méthodologie des convergences cachées, c'est très facile, mais vraiment c'est un jeu d'enfant, de chiffrer ces coûts de ces régulations. La non-production, c'est très facilement chiffrable, parce que c'est de la perte de valeur ajoutée. Les sursalaires, c'est très facilement chiffrable, c'est des coûts salariaux. Les surtemps, c'est très facilement chiffrable. On valorise ça, en fait, on valorise l'heure de travail. Et économiquement, on sait ce que ça fait. Et donc, à partir du moment où les managers ont été formés, ou bien ont été accompagnés pour la première fois par l'équipe RH ou de contrôle de gestion, c'est un des deux hein, qui doit, ou les deux en même temps, eh bien les managers sont capables dans leur équipe tous les 6 mois. Je dis 6 mois parce que c'est mieux qu'1 an. C'est mieux de faire ça tous les 6 mois. Donc pour moi, la vraie solution, c'est que la réduction durable de l'absentisme doit devenir un acte managérial en fait. Hein.
dans chaque équipe. Mais bien entendu, hein, tu l'as compris, à partir du moment où c'est synchronisé, coordonné, et tout ça dans le cadre d'une politique d'entreprise. Parce que sinon, les managers, ils vont pas le faire. Si c'est pas une politique, si c'est pas une, voilà. Et donc, une demi-journée pour faire des diagnostics, donc les conséquences, les coûts, les causes par entretien. Et à partir du moment où on a les causes, c'est très facile, justement, de mettre en place les solutions pour prévenir. Et pourquoi il faut le faire dans chaque équipe? Parce que justement, les solutions, en fonction des causes, peuvent varier d'une équipe à l'autre au sein même de la même entreprise. Dans certains cas, ça va être les conditions de travail, hein, qui sont améliorées. Dans d'autres cas, ça va être les causes vont être plutôt liées à l'organisation du travail, qui est trop taylorienne, insupportable, etc. Dans d'autres cas, ça va être plutôt des questions de rémunération trop peu stimulantes. Bref, et solutions, bien sûr, après à valider, mais comme c'est une politique, à valider par la direction générale. Voilà. D'ailleurs, Laurent, Juste, Anne-Sophie, ouais, je vas-y, termine. vas-y, vas-y, Donc, vas-y. le Ouais. mot à retenir en termes. Donc, pour prévenir durablement l'absentéisme, il faut une méthode de mesure et de diagnostic. OK. Et puis, effectivement, il faut une méthode d'organisation dans l'entreprise pour que ça se passe facilement, aisément, de façon fluide. Cette méthode d'organisation, le principe autant, on appelle ça la décentralisation synchronisée. C'est-à-dire, c'est à chaque manager de faire l'exercice. Ça doit devenir un acte managérial. D'ailleurs, on se demande, enfin, vraiment, on se demande, mais enfin, comment l'absentéisme au travail, naturellement, ne soit pas, et sa prévention ne soit pas une fonction de base du manager d'équipe. Donc décentralisé, mais synchronisé, c'est-à-dire tout ça fait dans le cadre d'une politique accompagnée par la RH et le contrôle de gestion. Voilà. Je crois que Méline a une question, mais en t'écoutant, il y a une question qui me venait tout de suite à l'esprit là, c'est que quand on discute avec des managers et même des dirigeants, il y a quand même encore un tabou autour de l'absentéisme. C'est-à-dire que, en fait, certains dirigeants ont encore du mal à parler d'absentéisme parce que pour eux, derrière l'absentéisme, il y a évidemment des problématiques de santé, mais il y a aussi finalement cette idée que l'absentéisme, c'est aussi beaucoup, comme tu l'as dit d'ailleurs, des problématiques managériales. Et donc, on rencontre encore quand même beaucoup de dirigeants qui nous disent hein, que pour eux, ça reste encore un sujet tabou. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant aussi l'approche par les coûts, parce que finalement, les dirigeants qui ne seraient pas convaincus qu'il faut le faire ou qui auraient encore finalement une forme de réticence parce que ça les mettrait en cause personnellement, style de management, contraintes imposées aux équipes, etc. Finalement, l'approche par les coûts, je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça peut convaincre ceux qui ne l'étaient peut-être pas. Donc, est-ce que toi, tu vois encore des dirigeants qui ont du mal, tu vois, à accepter d'ouvrir d'ouvrir le couvercle de l'absentéisme parce que c'est remettre en cause les pratiques managériales, remettre en cause la manière dont on s'organise. Voilà, donc Ah de ton bah, expérience, est-ce que c'est... au jour d'aujourd'hui, comme en fait, finalement, les quatre parties prenantes, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit, qu'on soit dans le secteur public ou le secteur privé, en fait, si ce problème ne se résorbe pas naturellement, ce qui est le cas, ça veut dire en fait qu'il y a des blocages. Bon. Et ces blocages, en fait, viennent de l'ensemble des parties concernées. C'est-à-dire les managers, pour la plupart, sont pas à l'aise avec le sujet. Les dirigeants sont pas à l'aise avec le sujet. Les DRH sont pas à l'aise avec le sujet. Les contrôleurs de gestion sont pas à l'aise avec le sujet. Voilà. Alors, les contrôleurs de gestion et les salariés, et les salariés, puisqu'à la fin, il faudra, pour savoir exactement ce qui se passe quand des absents, ce que vivent les présents, il faut faire des interviews, il faut que le manager fasse des interviews de son équipe. Les salariés sont pas à l'aise non plus. Alors pourquoi personne n'est à l'aise? Les dirigeants parce que ça les remet en cause évidemment hein, sur la partie managériale et ils ne voient pas les gains que ça leur apporterait de réduire l'absentéisme au travail. Il y a une double raison. Les DRH sont pas à l'aise parce que pour la plupart ils ne savent absolument pas comment calculer les coûts cachés.
voilà. Les contrôleurs de gestion sont pas à l'aise parce qu'ils estiment que enfin, la formation classique d'un contrôleur de gestion, c'est de la formation de coût-performance visible. Donc l'extra-financier, les coûts-performance cachés, la plupart encore aujourd'hui des contrôleurs de gestion ne sont pas formés. Hein, donc ils sont pas à l'aise parce qu'ils savent pas. Les managers sont pas à l'aise parce que dans les formations en management interne ou externe, dans les business schools, c'est un sujet qui commence à émerger, mais on sort de 40 ans où on n'en parlait pas. On parle de leadership, on parle de machin, de trucs, mais la prévention de l'absentéisme au travail, on n'en parle pas. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut une méthodologie de mesure, parce que à partir du moment où on a une méthodologie, ça met tout le monde à l'aise, à condition que les gens aient été bien sûr formés dessus, parce qu'en fait, la méthodologie c'est comme un tiers en fait. Donc c'est pas le manager qui dit ça va pas, c'est la méthode en fait. Hein. Euh, et puis l'avantage de la méthode, c'est que ça va montrer. C'est pour ça que c'est une méthode. La méthode des conférences cachées, c'est une méthode à la fois qualitative et il faut les deux en fait. Il faut du chiffre et il faut du qualitatif parce que euh, euh, chiffrer les coûts cachés de l'absentéisme, ça va montrer aux managers et aux dirigeants ce qu'elles perdent à cause de ce phénomène. Et donc en creux, les gains potentiels à faire si on prévient, qui sont monstrueux donc, hein, c'est monumental. Et aux salariés, aux représentants syndicaux, le qualitatif, ça va leur montrer en fait tous les impacts sociaux négatifs de l'absentéisme au travail. Les présents qui sont stressés, qui sont en surtemps, le travail qui est laissé en suspens et donc on répond pas à la demande. Donc ça peut remettre en cause le service public dans le secteur public, des contrats dans le privé, hein, parce qu'on tient pas les délais, on répond pas à la demande. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut une méthode. Pour lever ce tabou, il faut une méthodologie. Voilà. Méline, tu avais une question, je crois. Tu veux la poser directement? Enfin, vous voulez, pardon, la poser directement? Non. Méline nous dit quels sont les outils pour bien diagnostiquer. Tu veux répondre, Laurent? Tu veux que je commence, tu complètes ou Non, vas-y, elle n'a pas de micro? complète. Je vais Bah, faire un, ouais, je vais faire un bouger. Je vais te laisser la main 6 minutes. Hein, d'accord. je reste là, mais je coupe visio parce que comme je suis pas arrivé chez moi, là, il faut que j'arrive chez moi là. Voilà. D'accord, alors arrive chez toi et donc je vais répondre. Voilà. Voilà. Hein. Mais donc je Euh, reste là, mais pas de problème, voilà, pas de problème, Laurent, pas de je problème. m'enlève la caméra. Pas de problème. Attends, alors si je fais ça, c'est ça? Ah non, merde. Alors, Laurent a un peu, Voilà. Méline, Laurent a déjà commencé un peu à répondre à la question sur le diagnostic. Il y a plusieurs diagnostics. Il y a d'abord un diagnostic du phénomène, hein, de quoi on parle, qui est concerné, à quel endroit, est-ce que c'est plutôt des femmes, des jeunes, est-ce que c'est plutôt un absentéisme de courte durée, de moyenne, de longue durée. En gros, il y a quand même besoin déjà d'y voir clair sur ce dont on parle, parce qu'il n'y a pas un absentéisme, mais il y a des absentéismes. Donc là, pour faire ça, ça commence quand même souvent par des données. Et ces données, elles sont souvent extractibles du SIRH. C'est quand même là, a priori, qu'on comptabilise, alors plus ou moins bien, plus ou moins dans les temps, mais les données un peu de base, elles sont plutôt dans le SIRH. Ensuite, il y a besoin d'aller mettre des hypothèses derrière ces données. Une fois qu'on a vu que c'était tel site ou plutôt telle ou telle population, on a besoin finalement de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Donc là, c'est souvent soit du qualitatif, donc on va aller organiser des entretiens. Alors, ça peut être fait avec les managers, ça peut être fait dans les sites, ça peut être complété par des discussions avec les services de santé au travail, par la DRH, mais par les patrons des opérations, mais il y a vraiment besoin d'aller comprendre finalement ce qui se cache derrière cet absentéisme qu'on a compris en première intention. Et donc, il faut lui donner un peu de corps. Et donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup quand même du travail qualitatif.
Il y a le travail donc du coup de partage et de communication autour de ces données, autour de ce diagnostic, parce que finalement il faut que cette vision elle soit globalement partagée, parce que la réussite d'un plan d'action absentéisme, c'est que la maison, toute la maison, toute l'entreprise se mette en mouvement, et notamment il faut que ça fasse l'objet d'un dialogue social nourri, parce que ces thématiques-là, elles nécessitent finalement qu'on fasse du dialogue social. Et c'est, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est un sujet assez consensuel, parce que personne, aucun salarié n'a fondamentalement envie d'être en arrêt maladie, d'être malade, d'être en arrêt maladie. L'entreprise n'a aucun intérêt, Laurent vous l'a démontré tout à l'heure, à être en arrêt maladie. Donc, il faut finalement partager les éléments du diagnostic avec toutes les parties prenantes. Et donc, ça, c'est une phase qui est vraiment importante. Et puis ensuite, il va falloir donc, au fil de l'eau, déployer un plan d'action et s'assurer de son suivi. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, diagnostic général, hein. Alors évidemment, là-dedans rentre aussi en ligne de compte le fait que quand on regarde ces données, on a besoin de se comparer. Parce que on peut avoir, dans un secteur d'activité, tout à l'heure, Laurent disait 4,5%. Il y a des secteurs dans lesquels, par exemple, le secteur de la santé, secteur médico-social, qui est un secteur dans lequel il y a un taux d'absentéisme qui est colossal. Bah, vous n'arriverez peut-être jamais à atteindre 4,5 parce que l'ensemble de la profession, il est peut-être à 8. Et donc, avoir des éléments de référence, c'est très important pour pouvoir se positionner et puis se dire finalement où est-ce que je veux aller. Alors, c'est là où dans le MOOC, d'ailleurs, on vous a expliqué toutes les difficultés de la comparaison, parce qu'on ne peut pas comparer un taux d'absentéisme, enfin le 4,5, c'est une moyenne, mais personne n'est à la moyenne. Donc, il faut comparer des choses qui sont comparables. Le secteur d'activité, on vous l'a dit, hein, est un des déterminants importants. L'âge est un déterminant important. Le genre est un déterminant important. Donc, idéalement, il faut pouvoir se comparer avec des entreprises du même secteur et qui ont la même, donc du coup, le même profil de risque et à peu près la même démographie que la vôtre. On voit que l'effet de la région, il est un peu moins important que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, quand vous faites ce diagnostic et que vous regardez finalement quel est votre point de départ, en vous projetant sur là où je pourrais arriver, parce que c'est important aussi de se fixer une trajectoire de progrès, on a parfois besoin d'aller se comparer, d'avoir des données de comparaison avec d'autres entreprises du même secteur, de la même taille, de la même démographie. Voilà, donc tout ça est quand même extrêmement important. Et pour calculer le coût direct et indirect, c'est là où Laurent vous proposez donc une démarche méthodologique qui embarque plusieurs parties prenantes internes, parce qu'on a besoin d'avoir à la fois la finance ou contrôle de gestion, on a besoin d'avoir la DRH, on a besoin d'avoir les managers. Après, il faut aussi se dire que on n'a pas besoin non plus d'avoir, c'est pas comme quand vous calculez votre chiffre d'affaires, on n'a pas besoin non plus d'être dans un niveau de précision qui soit extrêmement fin. L'important, c'est les grosses masses, c'est le sens de là où vous voulez aller, le sens des difficultés ou des sujets auxquels vous allez devoir vous attaquer, parce que dans des entreprises, ça va être finalement peut-être que dans des petites entreprises, ça va être une ou deux personnes qui ont des problèmes de santé importants, mais finalement, c'est ça qui va être à l'origine d'une partie importante de l'absentéisme. Dans d'autres, ça va plutôt être de l'absentéisme chez les jeunes. Voilà, donc en fait, il faut avoir une bonne idée finalement de ce sur quoi vous allez pouvoir essayer d'agir. Voilà. Et il y a un taux d'absentéisme incompressible, hein. Il y a un taux en deçà de laquelle vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas descendre, parce que il y a toujours la grippe, il y a toujours les gastro, il y a toujours le Covid, il y a toujours... Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de données qui sont assez finalement incompressibles, parce qu'on ne pourra jamais faire tellement mieux. Alors, Méline, vous vous posez la question de ces données sont confidentielles. Comment faites-vous pour avoir les éléments de comparaison? Alors, d'abord, on ne manipule pas des données confidentielles. On manipule des données qui sont collectives, globales. Quand on est sur des tailles d'effectifs trop petites, évidemment, il faudra faire attention à ne pas faire de croisement. Quand vous avez une équipe de 10 personnes,
bah, si vous commencez à faire des statistiques sur les femmes, les moins de 30 ans, les plus de 50 ans, voilà, vous allez effectivement là rompre le caractère confidentiel et anonyme. Mais en fait, on manipule des données qui sont collectives. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des benchmarks? Alors, il y a plusieurs types de benchmarks qui sont accessibles. D'une part, il y a des données, alors c'est pas forcément l'absentéisme, mais quand vous voulez avoir des données d'exposition à des risques professionnels, sur le site Amélie Risques Professionnels, vous avez des données. Donc là, il y a une partie des données, c'est pas l'absentéisme, mais c'est quand même l'exposition à des facteurs de risque. Donc vous pouvez déjà regarder si il y a une partie de vos salariés qui, parce qu'ils appartiennent à un secteur, sont plus ou moins confrontés à tel ou tel sujet. Donc là, c'est intéressant parce que ça va jusqu'au code NAF, hein, donc vous avez des informations. Ensuite, il y a des prestataires. Alors, il y a des acteurs RH qui ont des benchmarks. Après, il y a vos assureurs, prévoyance, hein. Moi, j'appartiens à un groupe qui s'appelle Malakoff Humanis et on est le premier assureur des salariés du privé pour le risque arrêt de travail. Et donc, on met à disposition de nos clients des données de benchmark. Donc, demandez à vos assureurs complémentaires prévoyance parce que ils ont accès à de l'information. Et puis, l'assurance maladie a mis en place un dispositif qui fait que pour les entreprises qui ont des profils de risque élevés, alors ils mettent à disposition aussi à la fois des éléments d'alerte, mais aussi des éléments de benchmark. Donc voilà, donc ça c'est un peu toutes les pistes qui existent. Et vous avez les fédérations patronales qu'il ne faut pas oublier, parce que certains des dirigeants adhèrent à des fédérations patronales. Et donc souvent, les fédérations patronales, dans le cadre notamment des observatoires de l'emploi et des métiers, etc., fournissent aussi des éléments d'information. Donc, il y a des observatoires de branches qui parfois traitent de l'absentéisme. Donc, c'est vrai que c'est sûrement un des freins au progrès. Tout à l'heure, Laurent en citait d'autres. Mais c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas de données partagées, publiques, en open data sur ce sujet-là, c'est sûrement un frein. Et les études dont parle Laurent sur la partie coût, bah, même si Laurent et son équipe en a fait plus de 3000, on voit bien que c'est un sujet qui reste encore à développer. Donc voilà, pour les benchmarks, ça manque, hein, c'est un vrai sujet. Alors, je vais compléter. Excusez-moi, je suis sur le point d'arriver chez moi. Donc, dans 5 minutes, je serai assis. Ça ira. Par rapport à ce que tu viens de dire, Anne-Sophie, donc deux compléments. Pour les données macro, les taux d'absentéisme, etc., je veux dire, ça existe, c'est même obligatoire. Hein. C'est dans le bilan social pour les entreprises de plus de 300 personnes. La confidentialité, elle porte sur, bien entendu, les causes des arrêts maladie. Là, bien sûr, il y a une confidentialité. Voilà. Mais ensuite, sur le fait, voilà, combien d'absences dans une entreprise, et ensuite, surtout, c'est quoi les conséquences de cette absence sur l'activité de l'entreprise, il n'y a pas de confidentialité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans ce qu'a dit Anne-Sophie, il y a un point qui est extrêmement important. Il revient à l'entreprise à partir du moment où elle fait de l'absentéisme au travail sa prévention, un point de politique RH, donc de politique générale d'entreprise ou d'organisation publique, la question du niveau incompressible d'absentéisme, c'est-à-dire le niveau entre guillemets considéré comme humainement normal. Et ça, c'est vraiment une discussion que l'entreprise, le dirigeant, sa DRH, son comité de direction, on va dire, hein, ou dans une petite entreprise, le dirigeant avec son expert comptable, on va dire, doit avoir.
Parce qu'effectivement, en fonction des secteurs, en fonction de oui, la géographie peut-être, la pyramide des âges, etc., on va considérer comme incompressible un absentéisme à 3%, alors que dans d'autres secteurs, on va dire ben, c'est plutôt 5%. Mais c'est à construire. Il n'y a pas de, il n'y a pas un grand cahier, un grand manuel qui dit voilà, vous êtes dans telle boîte. Vous voyez, c'est vraiment une discussion consensuelle à avoir dans l'entreprise. Et Tu donc passes que ça évidemment, répond. Ouais, vas-y. et évidemment tout ce qui est au-dessus de ce niveau incompressible, on va essayer de le réduire. Et le troisième point, c'est la plupart des coûts donc de l'absentéisme au travail, des coûts cachés, c'est des coûts qui résultent de ses conséquences dans l'entreprise. Et là, euh, ça ne peut se collecter que par entretien avec les personnes qui vivent les situations. C'est pour ça que je dis qu'en dernier ressort, le bon niveau, c'est sous la houlette de la DRH, du contrôleur de gestion, de la direction, c'est au manager de faire. Et pour ça, il faut que ce soit une politique d'entreprise tous les 6 mois, dans une réunion d'équipe, en fait, des entretiens sur, compte tenu des absences qu'il y a eu sur les 6 mois, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, mon équipe, pour les présents. Alors les uns disant, en fait, il s'est passé rien. On a tout laissé en suspens. Ça, c'est de la non-production. Ou bien il s'est passé, on a galéré parce qu'on ne pouvait pas laisser en suspens, donc on a été obligé, en fait, d'essayer d'absorber, ça c'est du surtemps, hein, d'absorber, de faire des heures sup, si elles sont payées sur salaire, etc., etc. Soit on a recruté, bon voilà, vous voyez. Et donc, ce travail-là, il est d'autant plus intéressant que la clé de la transformation, c'est la participation au diagnostic. C'est-à-dire que la limite de, j'allais dire, la limite des transformations faites uniquement sur base de données, c'est qu'en fait, vous n'impliquez pas ceux qui vont devoir se transformer. Et donc, le fait de faire aussi des entretiens dans les équipes sur l'absentéisme, ce qui se passe, le coût que ça, etc., en impliquant les personnes, eh bien, en fait, ça va faciliter les transformations derrière. Le diagnostic participatif, en fait, est un levier d'énergie pour transformer. Voilà. Donc, ça fait partie de la méthode, en fait, qu'à un moment donné, Ouais. il y a une partie interactive, qualitative, d'implication des gens dans ce qui se passe dans leur propre équipe. Vous voyez ? Extrêmement important. Moi, je trouve que c'est intéressant. Tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment un des points majeurs que le manager se sente responsable. Alors, non pas de l'absentéisme de son équipe, parce que quand quelqu'un a une maladie grave, etc., le manager ne peut pas, voilà, ne peut pas se sentir responsable. Mais le rôle du manager en matière de santé, il est absolument clé. C'est d'ailleurs le thème d'un de nos autres MOOC. Et quelque part, que ce soit sous l'angle de la prévention, comment je fais demain pour éviter que ça recommence ou que ça se produise, comment je traite les conséquences, c'est ce qu'évoquait Laurent, c'est-à-dire finalement quand les salariés sont absents, il y a des conséquences pour le reste de l'équipe, pour l'organisation, pour les clients. Donc comment finalement je prends conscience des conséquences et je m'organise pour faire en sorte là aussi qu'elles soient minimes. Et puis, comment je prends des nouvelles, comment je m'occupe de ceux qui sont absents et des présents. Parce que le rôle du manager, c'est aussi de finalement s'intéresser à ceux qui sont absents et notamment à un moment donné préparer leur retour à l'emploi. Et ça, même si ça a progressé, il y a encore beaucoup à faire pour s'assurer finalement que le retour est correctement préparé, que la personne va pouvoir retrouver un poste et puis ne va pas rechuter, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Mais il y a aussi tous ceux qui sont là, qui restent. Et donc la méthode dont parlait Laurent, elle est aussi très intéressante parce que elle envoie un signal à ceux qui sont là en disant, je m'occupe aussi de vous. C'est-à-dire que je m'intéresse aussi aux conséquences de l'absence des autres sur vous. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à mettre le paquet sur ceux qui sont absents et on oublie finalement ceux qui restent et qui vont devoir compenser, s'organiser. Voilà. Donc, en parler en réunion d'équipe, en parler régulièrement,
se poser la question de comment est-ce qu'on a fait face, c'est aussi quelque part parler évidemment de l'activité humaine, parler du travail. Et ça, on n'en fait jamais assez quelque part. On ne prend jamais assez de temps à parler du travail, de son organisation, de ce que font les hommes et les femmes. Donc, c'est presque une forme, enfin, derrière ce que dit Laurent, pour moi, il y a aussi une forme finalement d'hygiène de vie collective, individuelle et collective en entreprise. Et l'occasion pour un manager, pour une équipe, peut-être de jouer un autre rôle. Et puis, entre plusieurs équipes, moi, j'ai 90 collaborateurs répartis en 3 grands pôles. Finalement, quand il y en a qui sont absents, on se pose aussi la question de quelle solidarité on peut mettre en œuvre entre les équipes. Et on se rend compte, par exemple, que beaucoup plus finalement simplement ou facilement qu'on pouvait le penser, il y a des collaborateurs qui sont prêts à rendre service à leurs collègues. Donc en parlant, en faisant un sujet de discussion comme d'autres, on se donne aussi finalement des opportunités de transversalité, partage d'expérience, enrichissement, peut-être même demain mobilité. Voilà, donc c'est autrement, c'est globalement beaucoup plus vertueux encore que de juste finalement juste traiter la problématique de l'absentéisme. Est-ce qu'il y avait d'autres, à part Méline, là, les autres, vous avez Oui, alors des questions? Anne-Sophie, un complément, Ouais, mais tu l'as vas-y, très bien dit. ouais. On est sur toute la question, donc le chiffrage des coûts pour essentiel cachés de l'absentéisme au travail, et donc des gains essentiellement cachés qu'il y a à le résorber et à mieux le prévenir, ça s'inscrit dans le débat général sur les coûts-performances extra-financières, c'est-à-dire ce qui n'est pas enregistré en comptabilité. On est à l'âge de pierre de ça. Hein. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler sur l'absentéisme au travail, parce que en fait, on se retrouve à travailler sur des domaines super innovants où on est en début de balisage, quoi. On est au balbutiement. Hein, bon. Et donc, les principes de la comptabilité extra-financière, du non comptable, on va dire, du cachet, c'est pas du tout les mêmes que ceux de la comptabilité classique. Par exemple, quand on cherche un coût caché d'absentisme, on va pas chercher effectivement l'exactitude, l'exhaustivité, les 3 chiffres exacts après la virgule, pas du tout. On va chercher des ordres de grandeur qui font consensus chez ceux qui vivent les situations. Voilà. Donc, vous voyez, mais c'est important de le savoir, parce qu'évidemment, si on cherche exactement au centime près, de façon exhaustive, ce qu'a coûté l'absentéisme, eh ben on n'est pas rendu, quoi. Hein. Et à la limite, le chiffrage de la mesure va coûter plus cher que le. Bon, il y a de la marge, hein, donc bon voilà. Non, donc qualitativement, première étape, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dans l'équipe, qu'est-ce qui s'est passé sur le semestre parce que un tel a été absent. Et ensuite, on chiffre ça en ordre de grandeur, généralement sous-évaluant pour être sûr. Voilà, on prend le minimum en fait. Hein. Et même en prenant le minimum, 4 000 € par personne et par an de coûts cachés de l'absence au travail, c'est un minimum. C'est sans doute beaucoup plus en fait. Mais c'est le minimum sur lequel il y a consensus. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Ça fait 45 minutes que Laurent et moi on parle, donc est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Est-ce que vous avez des témoignages dans vos entreprises? Est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous faire des commentaires sur le MOOC ou des questions qu'il faudrait qu'on approfondisse plus globalement? Ou tout est OK pour vous? Donc, ne pas... parce qu'après, la question qu'on me pose souvent, c'est mais comment ça se fait si c'était, au fond, finalement, avec Anne-Sophie, on résume, bon, on a dit que c'était compliqué, mais quand on a une méthode, ça devient simple. Donc c'est mais pourquoi les dirigeants, enfin pourquoi c'est pas fait, quoi. Hein. Eh bien parce que figurez-vous que le mauvais, on appelle ça l'entropie. Hein, c'est le sens naturel des organisations. C'est-à-dire que et c'est pour ça qu'il y a du management. C'est pas, et si les entreprises, les activités organisées allaient naturellement dans le bon sens, bah, on s'embêterait pas en fait à faire du management, à avoir des managers, etc. Donc ça a un nom, ça s'appelle l'entropie. Et en fait, l'absentéisme au travail, c'est typiquement un phénomène anthropique. C'est-à-dire que moins vous vous en occupez,
et plus ça se dégrade. Et c'est la situation qu'on vit en France, en fait. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de se dégrader avec des paliers, mais au fil des ans. Pourquoi? Parce que fondamentalement, très peu d'entreprises, il y a des exceptions bien sûr, mais très peu d'entreprises ont mis en place des politiques de prévention de l'absentéisme au travail alignées sur les principes qu'on vous expliquait avec Anne-Sophie. C'est-à-dire en fait une méthode de mesure, une méthode de diagnostic, décentralisée vers les managers dans le cadre d'une politique générale d'entreprise. Voilà. Nous, on a montré d'ailleurs dans nos travaux d'études, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la mesure d'impact de ce que font, donc nos consultants dans les entreprises clients de Malakoff Lénis, là. Et en fait, on voit que l'impact, c'est exactement ce que dit Laurent, c'est-à-dire que quand on intervient, quand une entreprise fait quelque chose sur une année, ça n'a pas beaucoup de résultats. Par contre, quand une entreprise a construit son plan, s'y intéresse, regarde ses données, en discute, là, au bout de 3 ans, on a des résultats qui sont largement plus importants. Donc, plus on s'y intéresse, plus on est constant dans l'effort, d'abord, moins ce sera compliqué, voilà, parce que ça aura intégré quelque part les procédures opérationnelles. Et puis plus c'est efficace. Donc l'engagement dans le temps, il est vraiment important. Et Laurent disait aussi tout à l'heure, la décentralisation sur les managers. C'est-à-dire que si ça reste un sujet de direction des ressources humaines, ça ne marchera jamais. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ça descende dans les managers, que ça devienne un acte managérial, que de regarder ces données, de s'interroger sur le pourquoi, de s'interroger sur les conséquences. Voilà. Et il n'y a qu'en en faisant un objet de travail et en expliquant à tout le monde qu'on en fait un objet de travail que ça ne progressera. Et là où Laurent a évidemment raison, c'est que on voit bien que nos politiques publiques et les pouvoirs publics répondent en ce moment par des mesures finalement de transfert. Hein. On abaisse les niveaux de prise en charge. Ils répondent comptablement à un problème qui, au départ, n'est pas un problème comptable. Donc, en fait, on fait une réponse qui est une réponse comptable. Et donc, on va déporter sur les entreprises et sur les salariés une partie du coût, mais on ne réglera pas Mais non, les voilà, problèmes de fond. Et on donc, c'est n'agit là, toujours pas sur la cause, en effet. voilà, on Donc, n'agit toujours pas sur la cause. Donc, je pense que là où, enfin, dans ce que vous disiez, Laurent, et qu'évidemment je partage, c'est que l'enjeu, il est d'abord un enjeu pour nous tous, hein, parce que les 17 milliards aujourd'hui, la branche maladie encaisse des milliards de déficit, hein, et donc ce déficit, c'est nous qui, in fine, le payons. Alors, on le paye déjà à travers des cotisations ou une quote-part de cotisation, mais nos enfants vont le payer pendant très très longtemps. Et c'est vrai que quelque part, on n'en parle pas suffisamment. Ça coûte 100 milliards, hein, alors 17 en direct et puis 100 en total. Mais finalement, on en parle moins. Alors tout à l'heure, Laurent disait, les taxis, les chauffeurs de taxis sont dans la rue. Le coût des taxis, des transports sanitaires, c'est 6 milliards. 6 milliards. Donc 6 milliards, ils sont dans la rue. 100 milliards, on n'en parle pas. Ça donne un petit ordre de grandeur. Méline demande s'il y a un guide pour bien élaborer le projet de A à Z. Bah, théoriquement, Méline, si vous suivez bah oui, c'est dans les notre cours. MOOC, C'est dans le MOOC. théoriquement, vous devez, à la fin, au bout du bout, savoir construire votre plan à la fois, parce que le MOOC, il est construit comme ça, il est construit en semaines qui vous permettent de progresser, Dans le MOOC, il y a tout ça. comprendre pourquoi, comment je fais mon diagnostic, comment je calcule le coût, comment je fais mon plan de prévention. Donc théoriquement, au bout du bout, vous saurez faire tout ça. Et c'est bien, il faut commencer. Et puis, en version beaucoup plus condensée, donc à la fin de l'année, mais vous recevrez un message. On aura une version vraiment résumée en 7 heures. 7 heures avec à la clé donc une micro-certif et qui vous permettra en 7 heures d'avoir vraiment le basique. Voilà. Et puis dans le MOOC, vous verrez qu'il y a des petits documents à télécharger. Et donc, on vous a rajouté par exemple des éléments pour essayer d'avoir des pistes sur quand c'est plutôt des arrêts courts et répétés, qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est plutôt des arrêts longs, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a essayé de vous donner aussi quelques clés de lecture
Donc, il y a des documents à télécharger dans le MOOC qui doivent vous permettre aussi de pouvoir progresser. Bon, bah, si vous n'avez plus de questions, sachant que Laurent a dû arriver chez lui, C'est bon. ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, donc ça vous permettra d'aller prendre un petit café. Merci infiniment, Laurent, d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Merci à vous tous de suivre ce MOOC et puis d'avoir été présent. Merci à Méline d'avoir posé des questions. Voilà. Et puis bon courage à tous. Et puis n'hésitez pas à utiliser, il y a un forum dans le MOOC. Donc on est tous là pour répondre à vos questions. Trop peu nombreuses, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions plus précises, on y répondra à travers le forum. Voilà. Bon après-midi à tout le monde. Merci Laurent. À bientôt. Merci Anne-Sophie, à À bientôt. bientôt. Bon Bye tout le monde. courage. Bye.